Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Période de la Deuxième Guerre civile révolutionnaire. Pourquoi le pouvoir rouge peut-il exister en Chine? 5 octobre 1928. 1. La situation politique dans le pays. Le régime actuel des nouveaux seigneurs de guerre du Kuomintang demeure un régime de la bourgeoisie comprador dans les villes et de la classe des despotes locaux et mauvais hobereaux dans les campagnes. Dans le domaine des relations extérieures, il a capitulé devant l'impérialisme et, en politique intérieure, il a remplacé les anciens seigneurs de guerre par de nouveaux et renforcé l'exploitation économique et l'oppression politique que subissent la classe ouvrière et la paysannerie. La révolution démocratique bourgeoise, commencée dans le Guangdong, a vu sa direction usurpée à mi-chemin par les compradors et les despotes locaux et mauvais hobereaux, et a aussitôt été déviée vers la contre-révolution. Les ouvriers, les paysans, les simples gens de tout le pays, et même la bourgeoisie, restent, comme par le passé, sous le joug d'un régime contre-révolutionnaire, sans avoir obtenu le moindre affranchissement politique et économique. Avant de s'emparer de Pékin et de Tientsin, les 4 cliques des nouveaux seigneurs de guerre du Kuomintang, celles de Chiang Kai-shek, de Guangxi, de Feng Yuxiang et de Yan Xichan, avaient formé une alliance temporaire contre Zhang Zuolin. Après la prise de ces 2 villes, cette alliance s'est immédiatement disloquée. Une lutte acharnée a commencé entre les 4 cliques et la guerre couve entre la clique de Chiang Kai-shek et celle du Guangxi. Les contradictions et la lutte entre ces diverses cliques de seigneurs de guerre de Chine reflètent les contradictions et la lutte entre les pays impérialistes. C'est pourquoi, aussi longtemps que la Chine sera divisée en sphères d'intérêt par les pays impérialistes, la possibilité d'une conciliation entre les cliques des seigneurs de guerre restera absolument exclue, et tout compromis qui pourrait intervenir ne saurait avoir qu'un caractère momentané. Le compromis temporaire d'aujourd'hui engendre la guerre plus étendue de demain. La Chine a grand besoin d'une révolution démocratique bourgeoise, et celle-ci ne peut être accomplie que sous la direction du prolétariat. Dans la révolution qui s'est étendue, au cours des années 1926-1927, du Guangdong au bassin du Yangtze, la direction a été usurpée par les compradors et les despotes locaux et mauvais hobereaux, parce que le prolétariat n'a pas résolument exercé son hégémonie. Ainsi, la révolution a fait place à la contre-révolution. La révolution démocratique bourgeoise a subi une défaite momentanée. Celle-ci a porté un coup sérieux au prolétariat et aux paysans chinois, et un coup aussi à la bourgeoisie chinoise, mais non pas aux compradors et aux despotes locaux et mauvais hobereaux. Néanmoins, au cours des derniers mois, se sont développées, sous une forme organisée, au nord comme au sud, des grèves d'ouvriers dans les villes et des soulèvements paysans à la campagne, dirigés par le Parti communiste. Même dans les armées des seigneurs de guerre, la faim et le froid provoquent un profond sentiment d'insécurité chez les soldats. D'autre part, la bourgeoisie, à l'instigation du groupe Wang Ziwei, Chen Gongpo, développe dans les régions du littoral et dans le bassin du Yangtze un vaste mouvement réformiste. L'extension de ce mouvement constitue un fait nouveau. Conformément aux indications de l'Internationale communiste et du Comité central du Parti communiste chinois, la révolution démocratique de Chine a pour tâche de renverser la domination de l'impérialisme et de son instrument, les seigneurs de guerre, de réaliser la révolution nationale et d'accomplir la révolution agraire qui mettra fin à l'exploitation féodale de la paysannerie par les despotes locaux et les mauvais hobereaux. Dans la pratique, un tel mouvement révolutionnaire a commencé à s'étendre jour après jour depuis l'incident sanglant de mai 1928 à Xinan. 2. Pourquoi le pouvoir rouge s'est-il établi et peut-il exister en Chine? L'existence prolongée dans un pays d'une ou de plusieurs petites régions où triomphe le pouvoir rouge, au milieu de l'encerclement du pouvoir blanc, constitue un fait absolument nouveau dans l'histoire du monde. Pour qu'un phénomène aussi exceptionnel ait pu se produire, il a fallu des raisons particulières. Pour qu'il subsiste et se développe, il faut des conditions appropriées. 1. Il ne peut se produire dans aucun pays impérialiste, ni même dans une colonie se trouvant sous la domination directe de l'impérialisme. Il ne peut se produire que dans un pays économiquement arriéré, semi-colonial, comme la Chine, qui se trouve sous la domination indirecte de l'impérialisme.
c'est qu'un phénomène aussi exceptionnel tient nécessairement à un autre phénomène non moins exceptionnel. La guerre entre les différents groupes représentant le pouvoir blanc. L'une des caractéristiques de ce pays semi-colonial qu'est la Chine, c'est que depuis la première année de la République, les différentes cliques d'anciens et de nouveaux seigneurs de guerre, soutenus par les impérialistes comme par les compradors, les despotes locaux et les mauvais obros, se font continuellement la guerre. Nous ne trouvons absolument rien de semblable, ni dans les pays impérialistes, ni même dans les colonies soumises à la domination directe de l'impérialisme. Ce phénomène existe seulement en Chine, pays sous la domination indirecte de l'impérialisme. Il est dû à deux raisons. L'existence d'une économie agricole locale, non d'une économie capitaliste unique pour tout le pays, et la politique de division et d'exploitation poursuivie par les pays impérialistes à l'égard de la Chine qu'ils partagent en zone d'influence. Les scissions et les guerres intestines prolongées du pouvoir blanc ont créé des conditions telles qu'il a été possible à une ou plusieurs petites régions rouges, dirigées par le Parti communiste, de se constituer et de subsister au milieu de l'encerclement blanc. Le territoire ainsi arraché à la région frontière du Hunan et du Jiangxi constitue justement un exemple de ces nombreuses petites régions. Dans les heures difficiles ou critiques, certains camarades se mettent souvent à douter qu'un tel pouvoir rouge puisse exister, et ils deviennent pessimistes. C'est parce qu'ils n'ont pas su trouver l'explication correcte des causes qui président à la naissance et à l'existence de ce pouvoir rouge. Il suffit de se rendre compte que les scissions et les guerres intestines au sein du pouvoir blanc en Chine se succèdent continuellement pour être convaincu que le pouvoir rouge peut voir le jour, subsister et même se développer de plus en plus. 2. Ce n'est pas dans les régions de la Chine qui ont échappé à l'influence de la révolution démocratique, telles que le Sichuan, le Kweichow, le Yunnan et les provinces du Nord, mais dans celles qui ont vu, en 1926-1927, au cours de la révolution démocratique bourgeoise, le puissant soulèvement de larges masses d'ouvriers, de paysans et de soldats, par exemple le Hunan, le Guangdong, le Hubei, le Jiangxi, que le pouvoir rouge apparaît de préférence et peut se maintenir longtemps. Dans de nombreuses parties de ces provinces, un réseau étendu d'organisations syndicales et d'unions paysannes s'était alors formé. Les ouvriers et les paysans avaient mené de nombreuses luttes économiques et politiques contre les propriétaires fonciers, les despotes locaux, les mauvais obros et la bourgeoisie. C'est pourquoi on a vu s'établir à Canton, et s'y maintenir pendant 3 jours, le pouvoir populaire urbain. Dans les districts de Haifeng et de Lufeng, dans l'est et le sud du Hunan, dans la région frontière du Hunan et du Jiangxi, dans le district de Huanggan, province du Hubei, a existé le pouvoir politique des paysans. Quant à l'armée rouge actuelle, elle est sortie de l'armée révolutionnaire nationale, qui avait été instruite politiquement dans un esprit démocratique, tout en subissant l'influence des masses ouvrières et paysannes. Des troupes qui, comme celles de Yan Xichan et de Chang Zuolin, n'ont reçu aucune formation politique d'inspiration démocratique et n'ont aucunement subi l'influence des masses ouvrières et paysannes, ne peuvent sûrement pas fournir les hommes nécessaires à la formation de l'armée rouge. 3. Que le pouvoir populaire puisse ou non subsister longtemps dans les petites régions où il s'est établi. Cela dépend de l'évolution de la situation révolutionnaire à l'échelle nationale. Si cette situation évolue favorablement, il ne fait aucun doute que les petites régions rouges pourront subsister pendant une longue période. Bien plus, elles deviendront nécessairement l'une des nombreuses forces qui assureront la conquête du pouvoir à l'échelle nationale. Par contre, si la situation révolutionnaire n'évolue pas favorablement, si une période relativement longue de stagnation intervient, l'existence prolongée de petites régions rouges deviendra impossible. Actuellement, étant donné les scissions et les guerres qui se poursuivent dans le camp des compradors et des despotes locaux et mauvais obros, ainsi que dans le camp de la bourgeoisie internationale, la situation révolutionnaire continue à se développer favorablement en Chine. C'est pourquoi il ne fait pas de doute que les petites régions rouges peuvent subsister pendant longtemps. Elles vont même s'agrandir, rapprochant ainsi le jour où nous conquérerons le pouvoir dans tout le pays. 4. La présence d'une armée rouge suffisamment forte est une condition indispensable à l'existence du pouvoir rouge. Si, au lieu de l'armée rouge, on ne dispose que de détachements locaux de la garde rouge,
On arrive tout au plus à tenir tête aux milices de ferme, mais non aux troupes régulières des Blancs. Et ainsi, même avec l'appui des masses ouvrières et paysannes actives, il est absolument impossible de créer des bases révolutionnaires, et, à plus forte raison, d'en assurer l'existence prolongée et le développement ininterrompu, si des forces régulières suffisantes nous font défaut. C'est pourquoi la création de bases révolutionnaires à l'aide des forces armées des ouvriers et des paysans est une idée très importante dont tous les membres du parti doivent se pénétrer, ainsi que les masses ouvrières et paysannes des bases révolutionnaires. 5. La possibilité pour le pouvoir rouge de subsister pendant une longue période et de se développer dépend, outre les conditions précitées, d'une autre condition importante, que l'organisation du Parti communiste soit forte et sa politique juste. 3. La création d'une base révolutionnaire dans la région frontière du Hunan et du Kiangsi et la défaite d'Août. Les scissions et les conflits armés dans le camp des seigneurs de guerre ont entraîné un affaiblissement du pouvoir blanc, à la suite de quoi il est devenu possible au pouvoir rouge de s'établir au moment favorable sur de petits territoires. Toutefois, les conflits armés entre seigneurs de guerre connaissent aussi des trêves. Chaque fois que se présente dans une ou plusieurs provinces une période de stabilisation temporaire du pouvoir blanc, les classes dominantes de cette ou de ces provinces ne manquent pas de se coaliser et de chercher à anéantir de toutes leurs forces le pouvoir rouge. Et là où les conditions nécessaires à la création et au maintien du pouvoir rouge ne sont pas toutes réunies, ce pouvoir risque d'être renversé par ses ennemis. C'est justement pour cette raison que le pouvoir rouge qui s'était créé à un moment favorable, avant le mois d'avril dernier, dans des endroits comme Canton, Haifeng et Lufeng, la région frontière du Hunan et du Kiangsi, le Hunan du Sud, les districts de Liling et de Huang'an, a été battu en brèche par les forces blanches. La création, à partir d'avril, de la base révolutionnaire dans la région frontière du Hunan et du Kiangsi a eu lieu dans une période de stabilisation temporaire du pouvoir des forces dominantes dans le sud. Les troupes que celui-ci envoyait du Hunan et du Kiangsi pour des opérations d'anéantissement comptaient, en règle générale, au moins 8 ou 9 régiments, et même jusqu'à 18. Cependant, nos forces armées, qui n'atteignaient pas même 4 régiments, ont lutté contre l'ennemi pendant 4 mois. Nous avons ainsi élargi de jour en jour le territoire de la base révolutionnaire, approfondi la révolution agraire, multiplié les organes du pouvoir populaire, renforcé l'armée rouge et la garde rouge. Tout cela a été le résultat de la juste politique appliquée par les organisations du parti, locales et de l'armée, de la région frontière du Hunan-Kiangsi. La politique du comité spécial du parti et du comité du parti pour l'armée était la suivante. Lutter avec résolution contre l'ennemi, créer les organes du pouvoir dans la partie centrale des monts Luoxiao et lutter contre les panicards. Approfondir la révolution agraire sur le territoire de la base révolutionnaire, apporter au développement des organisations locales du parti l'aide des organisations du parti dans l'armée et apporter au développement des forces armées locales l'aide des troupes régulières. Concentrer les forces de l'armée rouge pour porter, au moment opportun, des coups à l'ennemi qui se présente, lutter contre la division des forces et éviter que l'ennemi ne nous écrase unité par unité. Appliquer la tactique de la progression par vague pour élargir notre base révolutionnaire et lutter contre la tactique de la progression aventureuse. Grâce à ces justes principes tactiques, au relief de la région qui présente des conditions favorables à la lutte, et par suite de l'absence d'une unité complète parmi les assaillants venus du Hunan et du Kiangsi, nous avons pu remporter en l'espace de 4 mois, d'avril à juillet, une série de victoires. Bien que les forces ennemies fussent de plusieurs fois supérieures en nombre aux nôtres, elles n'ont pu ni détruire la base révolutionnaire, ni même empêcher son extension continue, et l'influence de cette base sur les provinces du Hunan et du Kiangsi tendait à grandir. Notre défaite d'août tient uniquement à ce que certains de nos camarades, n'ayant pas compris qu'une stabilisation temporaire était survenue dans le camp des classes dominantes, ont appliqué malencontreusement la stratégie qui ne convient qu'aux périodes de scission politique au sein des classes dominantes, et ont divisé leurs forces pour une progression aventureuse. Cela a abouti à la défaite tant dans la région frontière que dans le Hunan du Sud.
Le représentant du comité du parti pour le Hunan, le camarade Tao Xiaoqing, ne tenant aucun compte de la situation qui s'était alors créée et passant outre à la décision de la séance commune du comité spécial, du comité pour l'armée et du comité pour Yongsin, a voulu s'en tenir à l'exécution littérale de l'ordre donné par le comité du parti pour le Hunan et s'est rangé à l'avis des hommes du 29e régiment de l'armée rouge qui voulaient éviter le combat et retourner à leur région d'origine. Cela a été une faute extrêmement grave. La situation créée à la suite de la défaite n'a pu être réparée que grâce aux mesures prises à cet effet, après septembre, par le comité spécial et le comité pour l'armée. 4. L'importance de la base révolutionnaire de la région frontière du Hunan-Jiangxi pour les provinces du Hunan, du Hubei et du Jiangxi. La base révolutionnaire établie par les forces armées des ouvriers et paysans dans la région frontière du Hunan et du Jiangxi, avec Ninkang comme centre, ne revêt pas seulement de l'importance pour les quelques districts frontaliers. Elle a aussi un grand rôle à jouer au cours de l'insurrection des ouvriers et des paysans dans le Hunan, le Hubei et le Jiangxi, pour la prise du pouvoir dans ces trois provinces. Il s'agit d'étendre l'influence de la révolution agraire et du pouvoir populaire de la région frontière dans la partie du Hunan et du Jiangxi, située sur les cours inférieurs du Xiangqiang et du Kankiang, et même dans le Hubei. D'accroître sans cesse les effectifs de l'armée rouge et de l'améliorer qualitativement au cours même des combats, afin qu'elle puisse remplir la mission qui lui incombera dans le soulèvement général en préparation dans les trois provinces en question. D'accroître les effectifs et d'améliorer la qualité des forces armées locales dans les districts, la garde rouge et les détachements insurrectionnels d'ouvriers et de paysans, afin que dans le présent, elles puissent soutenir la lutte contre les milices de ferme et les petits détachements de l'armée ennemie, et dans l'avenir, défendre le pouvoir dans toute la région frontière. De faire en sorte que les cadres locaux dépendent de moins en moins de l'aide apportée par les militants de l'armée rouge, que ces cadres puissent se suffire à eux-mêmes, en assumant seuls le travail nécessaire dans la région frontière, et que plus tard, ils puissent même être envoyés dans l'armée rouge et les nouveaux territoires arrachés à l'ennemi. Telles sont les tâches extrêmement importantes de l'organisation du parti de la région frontière en ce qui concerne le développement de l'insurrection dans le Hunan, le Hubei et le Jiangxi. 5. Les problèmes économiques. Dans les conditions de l'encerclement total par les forces blanches, le manque d'articles et de produits de première nécessité, ainsi que d'argent liquide dans l'armée et parmi la population civile, a suscité de sérieux problèmes. La pénurie extrême et prolongée et le renchérissement, dans la région frontière où s'est établi le pouvoir rouge, des articles et produits de première nécessité, comme le sel, les tissus et les médicaments, par suite du renforcement du blocus ennemi au cours des 12 derniers mois, ont créé dans la vie de la masse des ouvriers, des paysans et de la petite bourgeoisie, ainsi que dans celle des combattants de l'armée rouge, une insécurité qu'ils ont parfois ressentie de la façon la plus vive. L'armée rouge doit en même temps se battre et se procurer des vivres. On n'a pas les moyens d'assurer aux combattants, outre le riz, 500 de rations quotidiennes. La nourriture est insuffisante. Il y a beaucoup de malades et les combattants blessés qui sont hospitalisés souffrent tout particulièrement. Aussi longtemps que nous ne nous serons pas emparés du pouvoir à l'échelle nationale, il est évident que de telles difficultés seront inévitables. Mais il est néanmoins extrêmement nécessaire de s'efforcer, dans la mesure du possible, d'en venir à bout, d'améliorer les conditions de vie et en particulier d'améliorer le ravitaillement de l'armée rouge. Si l'organisation du parti de la région frontière n'arrive pas à résoudre comme il convient les problèmes économiques, et si la période de stabilisation des forces ennemies dure relativement longtemps, notre base révolutionnaire aura à faire face à de très grandes difficultés. Aussi, chaque communiste doit-il se préoccuper sérieusement de trouver à ces problèmes économiques une solution adéquate. 6. Le problème des bases militaires. Une autre tâche qui se pose à l'organisation du parti de la région frontière est la consolidation des bases militaires à Wuzin et à Qiaolang. En effet, ces deux régions montagneuses, la première à la limite des districts de Yongxin, Ningxian, Ninkang et Sichuan, la seconde aux confins des districts de Yongxin, Ninkang, Chaling et Lianhua, remarquables toutes deux par leur relief, ne constituent pas seulement aujourd'hui d'importantes bases militaires pour la région frontière. Elles le resteront encore demain
lorsque les insurrections progresseront dans les 3 provinces du Hunan, du Hubei et du Jiangxi. Et il en est surtout ainsi de Wuxin, où l'on a l'avantage d'un terrain difficilement accessible, aussi bien que l'appui des masses populaires. La consolidation de ces bases militaires exige, premièrement, la construction d'ouvrages défensifs solides, deuxièmement, le stockage de vivres en quantité suffisante, troisièmement, la création de bons hôpitaux pour l'armée rouge. L'organisation du parti de la région frontière doit consacrer tous ses efforts à l'accomplissement de ces 3 tâches.